Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 20 des meilleurs détails cachés dans Super Mario Bros le film. On est les Mario Bros, les deux super plombiers. On est les virtuoses, les tuyaux et furets. Pour cette liste, on va se pencher sur certains détails que vous avez peut-être remarqués ou bien manqués et qui ont contribué à faire de Super Mario Bros le film l'une des meilleures adaptations cinématographiques de jeux vidéo que nous ayons eu la chance de voir. Quel est votre détail préféré dans le film Mario? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 20, est-ce que ça fonctionne? La première visite de Mario au royaume champignon est truffée de références et de détails qui donnent vie et humour au monde. Here you go. Excuse me. J'en évoquerai quelques autres plus tard, mais cette blague du monde réel vous a peut-être échappé. À un moment donné, Mario et Toad passent devant une boutique qui vend toutes sortes de babioles. Un Toad demande au commerçant si l'objet qui l'intéresse fonctionne, ce à quoi le commerçant répond « Oui, il fonctionne très bien, il suffit de... » Blow into it. Quiconque a déjà possédé une console Nintendo à cartouche, c'est exactement ce qu'il en est de cette transaction. Numéro 19, la bande originale. L'une des meilleures parties de ce film est la bande originale. Avec l'aide de Koji Kondo, compositeur de longue date de Mario, le compositeur du film Brian Tyler a réalisé une excellente partition. Non seulement la bande-son s'adapte à tous les moments de l'histoire, mais elle intègre également de nombreux effets sonores issus des différents jeux Mario, comme l'atterrissage de Thwomps dans Super Mario World, et le rire de Bowser dans Super Mario 64. Et même quelques mesures empruntées à Luigi's Mansion, de quoi faire jubiler n'importe quel fan de Mario. Numéro 18, la figurine de verre. Pour leur premier travail en tant que plombier, les deux frères reçoivent un appel d'un couple vivant dans un appartement luxueux qui est rempli d'objets assez fancy. L'un des objets est une figurine en verre, et si vous êtes un fan de Nintendo, vous saurez de quoi il s'agit. Ouais, la figurine représente un adorable Pikmin en verre. Peut-être que ces gens sont de grands fans, ou peut-être que cette figurine a été placée pour susciter un peu d'engouement pour Pikmin 4. Numéro 17, les power-ups de la princesse. Peach peut être impressionnante quand elle le veut et a prouvé à plusieurs reprises dans les jeux qu'elle n'est pas du genre à se laisser faire. Dans le film, on voit cette même facette de Peach et elle exécute quelques manœuvres familières lorsqu'elle montre à Mario comment traverser le parcours d'entraînement. Watch and learn. Les fans de Mario remarqueront qu'elle réussit à effectuer le saut latéral de Super Mario 64 et lorsqu'elle saute du mât, elle utilise sa capacité de flottaison caractéristique que l'on retrouve dans de nombreux jeux, notamment Super Mario 3D World, Super Mario Bros 2 et les jeux Super Smash Bros. Numéro 16, coup de chapeau. Dans le royaume champignon, il y a un autre magasin que les fans de Mario, petits et grands, pourront apercevoir lorsque la caméra suit Mario et Toad à travers la foule. Non loin d'eux se trouve un magasin violet et jaune appelé Crazy Cap, qui devrait être familier à tous ceux qui ont déjà joué à Super Mario Odyssey. Dans ce jeu pour Nintendo Switch, Mario se rend dans ces magasins pour acheter des chapeaux, des tenues et même des lunes de puissance. Il n'est pas surprenant de voir cet établissement de la chaîne avoir une succursale dans le royaume champignon également. Numéro 15, le karting. Lorsque Cranky dit à Mario, Peach et Toad d'aller fabriquer une voiture, on sait bien tous que ça ne voulait dire qu'une chose, Mario Kart. Et la façon dont le film s'y est pris n'était pas seulement très logique, mais aussi incroyablement créative dans la manière dont la transition s'est faite. Notre trio s'approche de leur station et assemble leur véhicule. L'interface utilisateur ressemblant à une machine à sous est exactement la même que celle utilisée dans Mario Kart 7 et 8. On peut aussi repérer une variété de pièces de cartes figurant dans les deux titres. Est-ce que vous avez vu votre modèle ? Numéro 14, prêt pour l'aventure. J'aurais pu l'inclure dans notre entrée sur la bande originale du film, mais il était trop important pour ne pas faire l'objet d'une entrée à part entière. Dans la scène où Mario rencontre Toad et dans le générique, lorsque le nom de Keegan-Michael Key est affiché, une musique très particulière est jouée. Do not touch that mushroom, you'll die! Oh, I'm sorry. That one's perfectly fine. Pour les fans de Toad, c'est le thème de votre héros, le Capitaine Toad. La version cinématographique de Toad possède quelques traits et compétences identiques à ceux du Capitaine Toad. Nintendo, please dites-moi que vous allez lui dédier un film, on est tous prêts pour l'aventure. Numéro 13, Ode à une astuce.
Au cours de la course-poursuite sur la route arc-en-ciel, Mario semble rapidement maîtriser la dérive de son kart. Ce n'est qu'après que le général Koopa l'ait pris en chasse qu'il fait la démonstration de ses talents. Mario tente de détourner le général de Peach, Toad et des Kong en empruntant une astuce célèbre dans Mario Kart 64. Dans la route arc-en-ciel de ce jeu, il y a une petite fenêtre où vous pouvez sauter d'une première section de la piste à l'autre extrémité, évitant ainsi la moitié du parcours. La version cinématographique est plus simple, mais il est clair que Mario avait besoin de maîtriser parfaitement sa vitesse et son drift pour sauter sur un chemin qui bifurque. Numéro 12, est-ce que vous avez vu ce Koopaling ? De nombreux fans se demandent si les Koopalings apparaîtront dans le deuxième ou le troisième film Mario. Eh bien, techniquement, l'un d'entre eux est déjà apparu, mais ça pourrait signifier leur absence potentielle dans les films à venir. Regardez attentivement le piano de Bowser et vous remarquerez qu'il porte le nom de Ludwig von Koopa, qui est le nom du Koopaling aux cheveux bleus et à la dent unique. Princess Peach. Peach, you're so cool. Peut-être s'agit-il d'un simple clin d'œil, peut-être Ludwig est-il un fabricant de piano, qui sait. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un détail intéressant qui peut ou non annoncer l'avenir des Koopalings. Peaches! Peaches! Numéro 11, un bruit du passé. Alors que la bande originale contient une poignée d'effets sonores issus des jeux, le film lui-même reprend également quelques sons familiers. C'est une bonne façon de continuer à rendre hommage au classique sans s'appuyer uniquement sur la bande sonore. Un son notable que j'ai reconnu survient après la balade légendaire de Bowser. Lorsque Kamek apparaît, il émet le même son que les Magic Koopas, qui seront rebaptisés Kamek dans Super Mario World lorsqu'ils lancent leur sort magique sur Mario. Numéro 10, le parcours de Mario à Brooklyn. Ce détail génial est très facile à manquer. Après avoir obtenu son premier contrat de plomberie, Mario traverse une petite zone de construction. Jusque-là, rien d'anormal, pas vrai ? Eh bah, regardez les couleurs et plus particulièrement la disposition des pots de peinture jaune, des panneaux de signalisation et de la bouche d'aération au-dessus. Eh oui, il s'agit du monde 1-1 et la façon dont Mario saute vers le mât du château Burger ne fait que confirmer cette idée. Vous ne me croyez pas ? Alors expliquez-moi le signe 1-2 que l'on peut apercevoir dans les égouts plus tard. Allez, j'attends vos explications. Numéro 9, la princesse dans un autre château. Dans le film, la princesse Peach est revalorisée et n'est plus la demoiselle en détresse qui a constamment besoin d'être secourue. Bien que l'histoire ne tourne pas autour de Mario sauvant la princesse d'un château, les réalisateurs parviennent tout de même à insérer une réplique classique et frustrante. À son arrivée au royaume champignon, Mario cherche à rencontrer la princesse. Il doit passer devant 2 Toads à la porte. Ces derniers tentent de repousser Mario en lui disant que la princesse qu'il cherche se trouve dans un autre château. Tous ceux qui ont grandi avec le jeu NES de 1985 ne connaissent que trop bien cette phrase et la déception que Toad apporte à l'étape finale de presque tous les mondes. Cependant, Peach se trouve clairement dans un château inspiré de celui de Mario 64. Numéro 8, l'origine de Yoshi. De nombreuses créatures classiques de Mario sont présentes tout au long du film, comme les Chip Chip, les Shy Guys et les Billy Bud. Lorsque Mario, Peach et Toad quittent le royaume champignon, on peut apercevoir un troupeau de Yoshi errant à l'arrière-plan. Ils sont de toutes les couleurs, du rose au jaune en passant par le rouge et le bleu clair. Les Yoshi verts sont également visibles, mais aucun n'est exactement de la même nuance de vert que le Yoshi qui accompagne souvent Mario. C'est peut-être parce qu'il n'est pas encore né dans cette continuité. Mario finira sans doute par chevaucher un Yoshi vert, car une scène post-générique révèle un œuf qui a été oublié à Brooklyn. Au vu des taches vertes, on se doute bien qu'il s'agit du Yoshi que l'on connaît et que l'on aime. Numéro 7, le thème de la GameCube. La musique originale de Brian Tyler serait tout à fait à sa place dans un jeu Mario, mais le compositeur emprunte également quelques thèmes musicaux au grand Koji Kondo. Des compositions emblématiques de Super Mario Bros 3, Super Mario World et autres peuvent être entendues lors de scènes décisives. Le moment musical qui nous a le plus fait sourire se situe au début du film, lorsque Luigi reçoit un appel téléphonique. Super Mario Brothers! Sa sonnerie est familière à tous les fans de Nintendo qui ont grandi au début des années 2000. Il s'agit du doux effet sonore de démarrage que les joueurs entendaient chaque fois qu'ils allumaient leur GameCube. Ce morceau de musique a été conçu par Toru Minegishi, qui a également travaillé sur des franchises comme The Legend of Zelda et Splatoon. Numéro 6, une publicité rétro.
Le thème de Mario Bros a traversé les générations, mais pour le coup faut vraiment avoir vécu les années 80 et 90 pour se souvenir du plumber rap du Super Mario Bros Super Show. Composé par Haïm Saban et Shuki Levy, que vous connaissez peut-être d'une autre petite franchise nommée Power Rangers, le rap était interprété dans chaque épisode par le Mario de Lou Albani et le Luigi de Danny Wells. Dans le film, ce rap nostalgique sert d'introduction à Mario et Luigi qui montrent leur talent de plombier dans une publicité. Satisfaction garantie! C'est moi ou la femme de la publicité ressemble vachement à Ginny Elias, la voix de la princesse Toadstool dans la série. Thank you, Super Mario Bros. Quoi qu'il en soit, la publicité établit un lien astucieux entre deux Mario animés. Numéro 5, le DK Rap. Je crois qu'il existe une règle tacite selon laquelle chaque personnage de Nintendo doit avoir une chanson de rap, Donkey Kong ne faisant pas exception à la règle. Commençant par Donkey Kong 64, le DK Rap est un sujet de discorde, c'est le moins que l'on puisse dire. Seth Rogen, qui incarne Donkey Kong dans le film, l'a qualifié de l'une des pires chansons de rap de tous les temps. This is objectively one of the worst rap songs of all time. Bien qu'il soit difficile d'affirmer le contraire, je ne pense pas qu'il ait de meilleure façon de présenter Donkey Kong. Outre Donkey et Cranky, de nombreux autres Kong peuplent le royaume. Diddy applaudit depuis les tribunes, tout comme Dixie Kong et Chunky Kong. Pendant le trajet vers la route arc-en-ciel, on peut également voir Funky Kong au volant d'un kart. Ça sent le film dérivé de Kong. Numéro 4, les invités du mariage de Bowser. Alors que Bowser complote pour épouser Peach, le camp du marié prend beaucoup plus de place que celui de sa dulcinée réticente. Outre les ennemis, quelques invités de marque se distinguent. Le roi Koopa a invité quelques membres de la royauté, dont le roi Boo, qui a fait ses débuts dans Luigi's Mansion, et le roi Bob-omb, qui était le premier boss de Mario 64. Bowser s'est mis sur son 31 pour l'occasion, arborant un smoking blanc qui ressemble à celui qu'il portait dans Mario Odyssey. Le grand jour est écourté lorsque Peach troque sa robe blanche pour quelque chose de bleu, que Mario s'incruste au mariage et que le roi Bob-omb a un réveil brutal. Numéro 3, Spike de Wrecking Crew. Si Wario et Waluigi ne jouent pas de rôle majeur dans le film, l'un des plus vieux rivaux humains de Mario y fait son apparition. Ceux qui n'ont pas grandi à l'époque de l'arcade sont peut-être trop jeunes pour se souvenir de Foreman Spike. Figure antagoniste, Spike est apparu dans le jeu Wrecking Crew de 1984, qui est sorti plus tard sur console, ainsi que dans sa suite exclusive au Japon. Alors que Mario détruit des objets, l'ouvrier du bâtiment tente de le rabaisser. La présence de Spike dans les jeux depuis lors a été au mieux sporadique, mais il joue ici un rôle important en tant qu'ennemi de Mario et Luigi à Brooklyn. Il n'est pas le seul personnage de la vieille école à peupler le quartier new-yorkais. Pauline, du premier Donkey Kong et plus tard de Mario Odyssey, fait également une apparition. Numéro 2, des jeux dans un monde de jeux. Avant que Mario ne quitte Brooklyn, on a droit à une multitude de références à Nintendo. Dans une pizzeria, on joue au jeu d'arcade Donkey Kong de 1981. Étrange parce que Mario, Donkey et Pauline sont tous des personnages dans ce monde. Quoi qu'il en soit, ça reste un super easter egg. Sur les murs se trouvent des photos des personnages de Punch-Out comme Glass Joe et Bear Hugger. Le canard de Duck Hunt est également visible à un moment donné, mais aucune trace du chien moqueur par contre. À la maison, Mario joue à Kid Icarus de 1986 sur une NES, tandis qu'un modèle ressemblant à l'Arwing de Star Fox est suspendu au-dessus de lui. Un jeu d'arcade Pac-Man apparaît également. Ma foi, c'est le début du NCU, le Nintendo Cinematic Universe ou quoi ? On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, le Mario d'origine. Quelle que soit votre opinion sur le choix de Chris Pratt, Charles Martinet sera toujours le doubleur le plus associé à Mario. Hello, it's me, Mario. Woohoo! Bien qu'il ne joue pas le personnage principal, la voix de Martinet se fait entendre à plusieurs reprises. Martinet utilise son accent italien pour un habitant de Brooklyn. Alors que cette voix familière se fait remarquer, Martinet est beaucoup plus difficile à reconnaître dans le rôle du père de Mario et Luigi. Avant d'opter pour une voix amicale et optimiste, Monsieur Martinet avait envisagé un accent bourru de Brooklyn. Dans le film, le père de Mario prend une voix rauque qui se rapproche davantage de ce qu'il avait en tête à l'origine.
Et si vous voulez mon avis, ça boucle la boucle en ce qui concerne Martinet dans le rôle de Mario. Ah, this brings back the memories. Mamma mia! Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.